Bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 janvier 2021. Notre rendez-vous de l'immobilier aurait dû se tenir à la salle du Sénéchal. En raison de la crise sanitaire, nous avons organisé la conférence dans les locaux de notre association, mais sans public. Les intervenants ont accepté d'être filmés, ce qui nous permet de diffuser la conférence sur notre site internet. Nous les en remercions. Le thème de la soirée porte sur les dispositifs de sécurisation des loyers. Pour assurer le paiement des loyers et des charges, les bailleurs peuvent recourir à divers mécanismes. Nous avions détaillé ce sujet en octobre 2019 dans notre revue 25 millions de propriétaires. Je vous invite à relire cet article qui dressait un panorama des garanties locatives dans les baux d'habitation. Avec nos invités, nous allons étudier ces garanties. Nous accueillons ce soir Maître Stéphanie Massé, avocat et consultant à l'UNPI 3109, qui nous éclairera sur le dispositif de caution solidaire. Roseline Mazuco-Torrent d'Action Logement pour le dispositif Visal et Marie-Laure Guillaumeau du cabinet Saint-Clair, consultant à l'UNPI 3109 pour la garantie des loyers impayés. Avant de lancer les interventions, je rappellerai les résultats d'une étude réalisée par l'ANIL, Agence nationale d'information logement, en décembre 2018 et publiée en juin 2019. Cette enquête, intitulée « Sécuriser sa mise en location face au risque d'impayé », nous apporte quelques enseignements. 2/3 des bailleurs couvrent le risque d'impayé par un instrument dédié. Cela signifie qu'un tiers ne le fait pas. S'agissant des modes de garantie choisis, les bailleurs ont recours pour 47% à une caution solidaire personne physique, 14% à une assurance loyer impayé, 3% au dispositif Visal. S'agissant d'une enquête réalisée en 2018, les données ont pu évoluer, notamment pour le dispositif Visal et la GLI, qui tentent à se développer. La caution solidaire reste donc une pratique très répandue, en raison d'abord de la facilité de sa mise en place, pour 60% des sondés, ensuite car elle est considérée comme incitant le locataire à payer, pour 32% des sondés. À l'inverse, l'assurance a une moindre image de facilité de mise en place, pour 43% des sondés. Mais c'est le mécanisme le mieux considéré comme offrant une garantie élevée pour 33% des sondés. L'assurance est généralement souscrite par une agence. 42% des bailleurs pratiquant la gestion déléguée souscrivent une GLI. Enfin, Visal est jugé aisé à mettre en place pour 60% des sondés, faisant jeu égal avec la caution, mais a une moins bonne image de facilité d'activation pour 13% des sondés. L'étude révèle également que 50% des propriétaires font de la bonne impression produite par le candidat locataire un critère impératif. Maître Stéphanie Massé, vous allez nous éclairer sur la garantie la plus classique, le cautionnement. Comment bien comprendre son mécanisme ? Alors, le cautionnement est un mécanisme bien connu du droit français, puisque c'est un mécanisme qui est issu du Code civil et qui est donc défini par l'article 2288 dans des termes beaucoup plus clairs depuis la dernière réforme de 2016. Il est défini de cette manière-là. Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet à satisfaire cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. En clair, lorsqu'on s'engage en qualité de caution, eh bien on s'engage à payer la dette de quelqu'un d'autre. C'est donc un engagement qui est très lourd de conséquences pour celui qui s'y soumet, et il est donc très strictement encadré par la loi. Alors par les dispositions de droit commun du Code civil bien évidemment, mais dans le cas qui nous occupe, plus particulièrement par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit donc de façon très précise les conditions dans lesquelles un cautionnement peut être demandé. Ce texte a été amendé à plusieurs reprises, notamment
par la loi Allure du 14 mars 2014 et plus récemment, dans un sens peut-être de simplification qui nous sera agréable à entendre, par la loi Elan du 23 novembre 2018. Alors, il est évident qu'il faudra apporter un soin tout particulier, mais je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir sur l'acte en lui-même et ses mentions et ce qu'il précise et ce qu'il prévoit, puisqu'effectivement, de ces précisions naîtra son efficacité. À quel bailleur s'adresse-t-il? Alors, c'est l'article 22.1, les deux premiers alinéas qui prévoient à quel bailleur il s'adresse. Il s'adresse bien évidemment aux bailleurs personnes physiques et aux SCI familiales. Alors je rappelle rapidement les SCI familiales, ce sont celles qui sont constituées entre ascendants et descendants, donc parents-enfants, et alliés, c'est-à-dire les alliés, ce sont les parents du conjoint, les conjoints des enfants, ou les collatéraux, c'est-à-dire les frères et sœurs et leurs époux, jusqu'au 4e degré inclus. Ça, c'est une SCI familiale qui a le même statut finalement que le bailleur privé. Mais à condition, bien évidemment, que ce bailleur, personne physique ou SCI familiale, n'ait pas souscrit d'autres garanties, c'est-à-dire qu'il n'ait ni demandé une garantie de loyer impayé auprès d'une compagnie d'assurance, ni souscrit un dispositif, par exemple, auprès de l'ISAL, comme nous allons le voir tout à l'heure. À défaut, le cautionnement qu'il aurait demandé à une personne physique serait totalement nul, donc il ne pourrait pas le faire valoir. Les personnes morales autres que les SCI familiales qu'on vient d'évoquer peuvent aussi demander un cautionnement, mais alors là, dans des cas extrêmement limités, qui sont prévus toujours par ce même article 22.1, soit s'il est accordé par des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, et je pense notamment à l'ISAL, soit si le logement est loué à un étudiant, mais que cet étudiant ne bénéficie pas des bourses de l'enseignement supérieur. Et là aussi, si une personne morale, bailleur, demandait un cautionnement en dehors de ces cas-là, ce cautionnement serait nul et ne pourrait pas, bien évidemment, être mis en application. Que couvre-t-il? Alors, il couvre tout ce qui est prévu dans l'acte. C'est là qu'il faut effectivement être très minutieux dans la rédaction de l'engagement, puisque l'étendue du cautionnement est clairement limitée par les termes de l'engagement de la caution. Donc, il faut faire très attention à ce que l'on va écrire, c'est-à-dire les obligations issues du bail. Mais si on se limite à mentionner les obligations issues du bail, attention, la caution ne sera pas tenue des obligations postérieures à la résiliation du bail. Donc, il faut prévoir, et je pense notamment aux indemnités d'occupation. Donc, il faut prévoir les obligations issues du bail en détaillant les loyers, les charges, les impôts, les taxes, tout ce qui pourrait être dû, les réparations locatives, mais également les indemnités d'occupation, pour qu'on couvre le panel le plus large de toutes les obligations qui vont incomber aux locataires. Parce qu'il faut savoir qu'en matière de droit, en droit civil, il y a toujours un principe d'interprétation du contrat, qui est un principe strict. On interprète toujours un contrat, lorsque la clause est ambiguë, en faveur de celui qui s'oblige. Donc en l'occurrence, celui qui s'oblige, c'est la caution. Donc on va interpréter de la manière la plus favorable à la caution. Si l'acte est rédigé de manière un petit peu ambiguë, c'est le bailleur qui se retrouvera privé d'une partie de la garantie qu'il espérait, puisqu'effectivement, le juge aura toujours tendance à réduire le champ d'application de la caution en faveur justement de cette dernière. Donc tout ce qui est dans l'acte, et uniquement ce qui est dans l'acte, est clairement indiqué dans l'acte. Est-il simple d'utilisation? Oui, c'est très simple finalement un engagement de caution. Mais là encore, à condition de l'avoir bien ficelé, d'avoir été prudent et méticuleux dès le départ. Donc les dispositions de l'article 22.1 doivent toujours être regardées avec beaucoup d'attention, puisqu'elle prévoit précisément tout ce qui doit être mentionné, puisque, évidemment, à chaque fois qu'un engagement ne serait pas conforme au texte, il serait nul. La sanction est donc très lourde, puisque le bailleur se retrouverait privé de la garantie qu'il espérait. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut bien évidemment être très précis sur l'étendue de l'obligation. Donc il faut mentionner qu'il s'agit des obligations issues du bail, des indemnités d'occupation, des réparations locatives, des loyers, des charges, des taxes, des impôts, etc. Donc de faire une liste assez exhaustive. Il faut effectivement mentionner que la caution, et ça c'est obligatoire, la caution a pleinement conscience
de ce à quoi elle s'engage, d'où la nécessité d'en faire la liste, de prévoir effectivement la durée du cautionnement. Ça, la durée du cautionnement, c'est souvent un problème parce que lorsqu'un cautionnement est donné sans limitation de durée, eh bien la caution peut y mettre un terme à tout moment. Alors à tout moment, non pas au moment où elle le dénonce, puisque cette dénonce, elle ne prend effet qu'à la fin du bail ou à la fin du renouvellement au cours duquel elle est donnée. Mais pour avoir un engagement pérenne, il est préférable de lui donner une durée. Donc la durée du bail est de prévoir son renouvellement, mais il faut mentionner la durée. On ne pourrait pas dire le bail et ses renouvellements successifs parce qu'on serait donc dans un engagement à durée indéterminée. Donc il faut dire le bail et son renouvellement, soit 6 ans, ou le bail et ses 2 renouvellements, soit 9 ans. Il faut en préciser la durée. Dans l'hypothèse où la caution s'engagerait de manière indéterminée, il faut lui rappeler de manière explicite les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22.1 qui rappelle que lorsque le cautionnement d'obligation résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat, qu'il s'agisse du contrat initial ou du contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit la notification de la résiliation. Donc la caution doit avoir pleinement conscience des modalités selon lesquelles elle peut mettre un terme à l'engagement à durée indéterminée qu'elle prend. D'où la nécessité de mentionner expressément cet alinéa dans l'engagement de caution. Il faudra également faire très attention en cas de colocation, puisque vous savez que l'obligation de la caution d'un colocataire prend fin en même temps que l'obligation du colocataire en question. Et le cautionnement qui serait donné sans mentionner l'identité du colocataire pour lequel la caution s'engage serait nul. Là encore, la sanction est toujours très lourde puisque c'est la nullité de l'acte purement et simplement, donc le bailleur perd sa garantie. Donc là aussi, il faut faire attention à l'avoir précisé et bien évidemment remettre un exemplaire du bail signé à la caution et s'en ménager la preuve. Donc en le précisant dans l'engagement que la caution reconnaît qu'elle a bien reçu le bail, et je pense qu'il est utile de doubler par sécurité la formalité en faisant également contresigner, au moins sur sa dernière page, le bail signé par bailleur et locataire par la caution. Alors, pour faciliter les choses, vous avez quand même la possibilité soit d'utiliser ce que l'UNPI met à votre disposition, soit de faire rédiger par un professionnel, un notaire ou également un avocat, puisque l'acte d'avocat peut être de manière très opportune utilisé dans le cadre d'un engagement de caution pour sécuriser totalement l'acte que vous allez faire signer à la caution. Dernière question. Maître, que peut faire le bailleur face à un locataire qui ne fournit pas de nouveau cautionnement alors que le précédent a expiré? Non, malheureusement pas grand-chose. Je voudrais bien terminer sur une note un peu plus agréable, mais l'obligation de fournir une caution n'est pas une obligation issue de l'article 7 de la loi du 6 juillet 89 au titre des obligations légales du locataire. Il n'est pas tenu de fournir une caution. Si la caution a mis un terme à son engagement ou si l'engagement a pris fin parce qu'il était à durée déterminée et que le locataire ne propose pas une autre caution, le bailleur n'a pas grand-chose à faire. Il ne peut pas demander la résiliation judiciaire du bail, ça ne passerait pas. Et ça n'est pas non plus une condition de mise en jeu d'une clause résolutoire. Effectivement, là encore, j'insiste, il est important, lorsqu'on rédige l'acte, de faire attention à la durée de l'engagement de la caution, en essayant de la prévoir la plus large possible, sans pour autant qu'elle soit à durée indéterminée. Et c'est donc là peut-être le petit écueil pour éviter qu'effectivement, avant la fin de la location, le bailleur soit dépourvu de garantie. Merci Maître pour toutes ces explications. Marie-Laure Guillaumeau, de votre côté, vous êtes spécialiste de l'assurance loyer impayé. Comment fonctionne ce dispositif? Alors, ce dispositif en fait protège les propriétaires bailleurs qui ont des locataires qui cessent de payer leur loyer. En effet, l'assurance des garanties loyers impayés verse aux propriétaires les loyers perdus et prend en charge toute la procédure et les frais de procédure jusqu'à l'expulsion si nécessaire.
C'est une garantie qui est déductible des revenus fonciers pour les propriétaires, je tiens à le rappeler. Quelles sont les conditions à remplir côté bailleur et côté locataire? Alors, côté bailleur, simplement cela implique le règlement d'une prime d'assurance, comme n'importe quel contrat d'assurance, qui correspond au pourcentage du loyer et des charges, puisque les charges sont également indemnisées. Côté locataire, il faut que celui-ci ait des revenus qui soient réguliers et qui justifient de sa situation par la constitution d'un dossier locataire avant la signature du bail et avant l'entrée dans les lieux. La constitution de ce fameux dossier locataire, elle dépend des conditions de la compagnie qu'aura choisi le propriétaire. Et il y a de nombreux revenus qui sont pris en compte dans le calcul de cette solvabilité. Donc il faut que le propriétaire bailleur pense à poser la question à sa compagnie d'assurance, quels sont les revenus qui sont pris en charge dans le calcul. Très bien. Quand peut-on mettre en place une GLI? Alors, on peut la mettre en place à l'entrée dans les lieux, lorsque le locataire va intégrer le logement, à condition qu'il fournisse donc le dossier conforme. Mais on peut également prendre une garantie loyer impayé en cours de bail, du moment que le locataire est dans les lieux depuis plus de 6 mois, qu'il soit à jour de son loyer au moment de la mise en garantie et qu'il n'ait pas eu d'incident sur les 6 derniers mois. Bien sûr. Que couvre-t-elle? Alors, la garantie, elle va couvrir en réalité 3 garanties principales. Elle s'appelle garantie loyer impayé, mais elle ne couvre pas que le loyer impayé. Elle va couvrir donc la perte des loyers et des charges, la procédure et les frais de procédure qui sont liés. Par ailleurs, elle va couvrir les détériorations immobilières qui pourraient être constatées par le propriétaire à l'état des lieux de sortie. Donc là, on parle bien de dégradation du locataire, de la casse. Et également, la protection juridique qui va couvrir tous les litiges dans le cadre du bail qui pourraient impliquer le propriétaire et le locataire sans qu'on ne détermine d'où vient l'origine du litige. Tous les litiges sont pris en charge par la garantie de protection juridique. Et quel est son coût moyen? Je pense que cette question intéresse nos adhérents. Oui, alors le coût moyen, effectivement, pour une personne, pour un particulier qui va s'assurer auprès de sa compagnie d'assurance, c'est en moyenne 3%. Voilà, mais on peut descendre entre 2, 2,5% et on peut aller aussi jusqu'à 4%. Mais en moyenne, c'est autour de 3% du loyer et des charges. Donc c'est le pourcentage qui est calculé sur une prime d'assurance en général qui est annuelle. Merci voilà. Madame Guillemot. Roselyne Mazzucaud-Torrent, je reviens vers vous. Vous intervenez pour Action Logement dans le cadre du développement de Visal, la garantie Lisa pour le logement. Quels propriétaires sont concernés par cette garantie? Tous les propriétaires sont concernés, tous les propriétaires qui louent un logement dans le parc privé. Ça peut être un propriétaire qui est un particulier, qui loue directement son bien en tant que propriétaire. Ça peut être aussi une SCI familiale, donc une personne morale. Il faut que ce soit le parc privé pour la garantie Visal qui a été développée au tout début. Après, ça a été étendu au parc social, ça a été étendu aussi aux structures collectives, mais c'est un peu plus restrictif au niveau des garanties. Mais là, le sujet aujourd'hui, c'est plutôt le parc privé, qui inclut aussi le bail mobilité, qui a été créé pour la loi Elan récemment. Très bien. À quel locataire s'adresse Visal? Alors, effectivement, Visal, il faut savoir que ce sont des locataires qui ne peuvent pas bénéficier, qui n'ont pas de garantie caution personne physique ou qui n'ont pas la possibilité d'avoir une GLI par le propriétaire. Donc, nous, on intervient en complément quand on ne peut pas trouver d'autre type de garantie. En fait, la garantie permet de couvrir le loyer de tous les jeunes de moins de 30 ans, quelle que soit leur situation professionnelle, dans un premier temps. Ça permet de couvrir aussi le loyer des étudiants, des alternants, des jeunes qui sont en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. En fait, tous ceux qui ont moins de 30 ans sont tous éligibles à la garantie Visal. Il suffit simplement, en fonction de la situation, de voir un petit peu quel est le montant du loyer que l'on va leur garantir en fonction de leur situation financière. Il faut savoir qu'un jeune de moins de 30 ans, par exemple, qui est en contrat à durée déterminée ou même qui est en CDI confirmé ou en CDD, on va regarder son salaire et on va calculer 50% de son salaire pour pouvoir déterminer le montant de la garantie à lui délivrer. Après, vous avez les jeunes de moins de 30 ans qui ont le statut d'étudiant
étudiant ou qui ont le statut d'alternant en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, là c'est un forfait de 600 €. On ne tient pas compte de leurs ressources. Et puis il y a une autre catégorie, ce sont les plus de 30 ans qui effectivement sont aussi concernés par le dispositif VISAL, mais avec des possibilités un peu plus restrictives. Pour les plus de 30 ans, il faut qu'ils rentrent dans l'emploi dans un délai de 6 mois suivant la signature de leur contrat de travail. Donc là, on intervient sur les personnes qui signent un contrat de travail, qui sont soit en promesse d'embauche. Souvent, on a des difficultés à trouver un logement parce qu'on n'a pas encore signé le contrat de travail. On n'a signé qu'une promesse d'embauche. Donc ça aussi, c'est un élément qui coince, c'est un frein pour pouvoir accéder à un logement. Et puis, vous avez ceux qui sont embauchés en période d'essai, où effectivement, c'est souvent un frein. Donc là, pour les plus de 31 ans, on peut intervenir. Donc en fait, pour les plus de 31 ans, c'est tous les salariés qui rentrent dans l'emploi, on va dire, qui rentrent dans l'emploi et qui travaillent dans le secteur privé ou dans le secteur agricole. Il faut savoir que les plus de 31 ans qui sont fonctionnaires ne peuvent pas en bénéficier. A contrario, les jeunes de moins de 30 ans qui sont fonctionnaires peuvent en bénéficier. Puisque, comme je disais tout à l'heure, tous les moins de 30 ans sont tous éligibles. Même un moins de 30 ans qui est en garantie jeune, qui est en service civique, qui est inscrit à Pôle emploi, à condition quand même qu'il ait des ressources, on peut intervenir. Et que garantit ce dispositif? Alors le dispositif garantit le loyer et charges impayés, les loyers et charges, donc pendant toute la durée d'occupation du locataire. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que ça dure, si votre locataire reste 10 ans, on va pouvoir couvrir le loyer pendant 10 ans, mais à condition qu'il ne dépasse pas 36 mois de loyer impayé, puisqu'en fait à partir du moment où il y a un impayé, Action Logement va couvrir pendant 3 ans. Alors ça peut être constitutif, non constitutif. Ça peut être le locataire qui un jour se met à ne pas payer son loyer, reprend le paiement du loyer et de nouveau arrête. C'est sur une durée de 36 mois, sur toute la durée d'occupation. C'est assez lissé. Très bien. On couvre aussi les dégradations locatives. Ça, c'est l'évolution du dispositif VISAL, puisqu'en fait, il y a plusieurs versions. Vous avez la première version, quand le dispositif a été créé. La première version, on ne pouvait garantir que le loyer et charges impayées. Depuis 2 ans, bientôt, on couvre aussi les dégradations locatives. Dégradations locatives en complément 2 mois de loyer, en complément du dépôt de garantie. Et on couvre aussi les frais de procédure judiciaire en cas d'impayé. Alors, le dispositif est gratuit. Est-il pour autant efficace? Alors, il faut savoir que ce dispositif est financé par Action Logement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Action Logement? C'est l'ancien 1% logement. Le 1% logement, tout le monde le connaît, ça existe depuis les années 50. C'est un dispositif c'était des associations qui collectaient la participation des fonds de construction des entreprises du secteur privé. Donc, il y a une manne assez importante au niveau national. Au fil des années, les dispositifs d'Action Logement, ex-1% logement, ont évolué vers l'accès au logement de tous les publics. Donc aujourd'hui, c'est un dispositif qui est porté par l'État et qui est bien sécurisé. Donc en fait, un propriétaire qui souscrit une garantie VISAL, il est sûr d'avoir le remboursement de son loyer en cas d'impayé. Merci Madame Mazzucaud-Torrent. Maître Massé, je reviens vers vous pour conclure. Comment évolue le contentieux relatif au cautionnement? Alors, on peut espérer que ce contentieux va diminuer, parce qu'effectivement, depuis la loi Elan du 23 novembre 2018, la concrétisation de l'engagement de caution a été largement simplifiée, puisque vous savez qu'avant, on exigeait que la caution reprenne à la main l'intégralité de son engagement, et donc on avait ce moment difficile qui était de faire une page d'écriture à sa caution, qui souvent commettait des erreurs dans la relation de l'engagement et qui pouvait ensuite, quand l'engagement de caution était porté sur le débat judiciaire, eh bien, encourir la nullité parce qu'il n'était pas parfaitement conforme. Aujourd'hui, avec la loi Elan, dont le but est de faciliter la signature des baux de manière dématérialisée, on s'est aperçu qu'effectivement cette mention manuscrite était totalement incompatible avec la dématérialisation qui était en route, et donc elle a été supprimée.
Je pense donc qu'effectivement le contentieux risque de diminuer puisque tout ce qui était issu, notamment par exemple des vérifications d'écriture, des contestations d'écriture ou des imprécisions de l'acte parce que la caution avait mal recopié les 4 ou 5 paragraphes à chaque fois assez longs qu'on lui imposait, vont de fait ne plus exister. Restera malheureusement la question des nullités qu'on a évoquées tout à l'heure, si l'acte qui a été établi par le bailleur ou par son mandataire n'est pas suffisamment précis et ne répond pas aux conditions de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989. Mais en tout cas, pour une fois, l'évolution législative est allée dans le sens d'une simplification favorable aux bailleurs, puisqu'elle a permis quand même de faciliter la souscription des engagements de caution. Merci, maître. Et pour terminer sur une note un petit peu positive, quel conseil donneriez-vous aux propriétaires bailleurs dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique? Alors moi, je leur conseillerais, étant donné qu'ils ne peuvent pas cumuler ces 3 garanties, je leur conseillerais d'en choisir au moins une pour se prémunir justement en cas de problème, en cas d'impayé ou quelques problèmes que ce soit. Je leur conseillerais de le faire avant de signer le bail. Avant l'entrée dans les lieux, c'est important de regarder quelle est l'option qui se présente à eux et de faire un choix de façon à ce qu'ils puissent avoir une couverture. Un choix éclairé. Un choix éclairé. Alors moi, je voudrais compléter sur les 3 types de garanties. On avait parlé de la GLI, de la garantie personne physique et de Visal. Moi, j'aurais tendance à dire qu'à choisir, soit il vaudrait mieux prendre la GLI ou la garantie Visal, parce que ce sont des organismes qui sont solvables, alors que la caution personne physique, elle peut être solvable aujourd'hui et plus demain. Donc, pour sécuriser un petit peu tout ça, je pense qu'il vaut mieux choisir les bonnes garanties, prendre le temps et effectivement réfléchir avant la signature du bail, vérifier et ne pas penser que parce qu'on prend une GLI ou qu'on prend même une garantie Visal ou un garant de personne physique qu'on a des chances d'avoir son loyer payé. Il faut vraiment bien se protéger et bien vérifier tous ces types de garanties parce qu'on se retrouve parfois confronté en cas d'impayé à des surprises. Ah, on m'avait pas dit ça, j'avais pas vu ça, etc. Donc il faut vraiment être précis, prudent sur le choix du locataire et surtout la garantie. Voilà. Merci à vous. Merci. Je crois que le débat est terminé. Nous arrivons au terme de cette conférence. Je pense que si nos adhérents ont des questions complémentaires, ils sauront vous trouver, vous, Maître Massé, et vous, Marie-Laure Guillaumeau, à la Chambre lors de vos permanences. Et puis, bien sûr, nous ferons appel à Roseline Mazzucato-Torrent le cas échéant. Notre prochaine rencontre aura lieu ici le mercredi 3 février sur le thème de la fiscalité des locations nues et meublées. Nous espérons que cette rencontre vous a donné toute satisfaction.